tout le monde est en train d'arriver. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si les gens ils ont pu se loguer avant que tu aies démarré. Bah là, ils sont en train d'arriver, donc on peut commencer quand on veut, je pense, hein. Super. Ah, il y a quelqu'un qui dit oui, les gens logués avant. Super. Eh bien, bonjour, 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 bonjour. Il y a plein de bonjours déjà. On va commencer tout de suite donc ce Xème webinaire remix, enfin matériaux réemploi SCOV, avec un programme bien dense pour ce matin. On a plein de choses à vous dire. Peut-être pour se refaire l'histoire, donc matériauxréemploi.com, c'est un site d'actualité spécialisé dans le réemploi des matériaux de construction, qui appartient aujourd'hui à un bureau d'études qui s'appelle Remix. Et on a la chance de travailler avec SCOV Avocat et en particulier Elisabeth Gello depuis pas mal d'années maintenant. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, on a mis en place ce webinaire annuel un peu d'actualité sur les questions juridiques du réemploi. Et donc aujourd'hui, version 2024, on va essayer de balayer un peu tous ces sujets d'actu juridique. Donc peut-être pour se représenter, Elisabeth, si tu veux commencer. Ouais, moi je suis Elisabeth Gello, je suis avocate en droit de l'économie circulaire et je suis associée chez SCOV Avocat. Donc voilà, je travaille depuis maintenant bien 8 ans sur les sujets d'économie circulaire dans le bâtiment. Donc voilà, et aujourd'hui on est entreprise à mission. Donc je poursuis cette mission d'œuvrer à la montée en compétences sur les sujets juridiques et à trouver des solutions pour massifier les pratiques. Et Morgane Moinet, donc je suis architecte de formation, directeur et associé du bureau d'études Remix, qui est un bureau d'études spécialisé dans le réemploi des matériaux de construction, et également fondateur de matériauxréemploi.com, qui est un projet de longue date maintenant. Peut-être avant de passer à la suite, quelques éléments d'organisation. Donc on a 1h30 devant nous. On va essayer de tenir cette présentation en 1 heure, mais c'est très dense, vous allez le voir. Pour se libérer un temps de questions-réponses le plus confortable possible, puisque c'est toujours un moment assez important. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et ensuite, vous pouvez voter pour les questions des unes et des autres, et on répondra prioritairement aux questions qui auront reçu le plus de votes. Et puis, on ira par élimination jusqu'à épuisement du temps. Et si vous souhaitez chatter et interagir avec nous ou entre vous, vous avez un onglet chat qui est prévu à cet effet. Voilà. Et puis, à plusieurs reprises, Elisabeth a prévu de vous poser des questions, donc à travers l'onglet sondage, dans lequel vous pourrez répondre à des questions à multi-choix en général par oui ou non, ou par question A, B ou C. Voilà, et je crois qu'on est bon. On peut y aller, Elisabeth? Ouais, on est pas mal. Et oui, sur la petite conclusion, du coup, là, vous pouvez pas télécharger directement le support, mais on le mettra en ligne sur matériauxréemploi.com avec le replay. Je sais pas si tu l'avais dit. Donc, non, il sera en ligne en page de garde, en page d'accueil dans les jours qui viennent. Voilà. Bon, on attaque tout de suite parce qu'effectivement, c'est très dense. Je vous ai mis au programme du lourd. Faire le point sur les avancées de 2024 et puis sur ce qui arrive en 2025. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses, même si c'était un peu une année Weight Watchers au niveau des textes qui sont publiés en France. Parce qu'on a eu tous nos problèmes politiques qui font que tous ces travails s'est un peu gelé. Mais au niveau européen, notamment, ça a beaucoup, ça s'est accéléré. Donc le premier sujet qu'on va voir, c'est tout ce qui est REP PNCB, où est-ce qu'on en est et puis qu'est-ce qui va changer en 2025, non seulement pour la gestion des déchets de chantier, mais aussi pour le réemploi. Et Morgane vous fera notamment un focus sur les financements qui sont proposés par les éco-organismes pour l'accompagnement des démarches de réemploi. Le deuxième bloc, c'est tout ce qui change avec la réglementation européenne. C'est le plus dense, mais qui est vraiment très important, avec les textes qui sont déjà entrés en vigueur en 2024, la CSRD et la taxonomie. Les textes qui vont entrer en vigueur prochainement, le règlement sur les transferts transfrontaliers de déchets et puis le règlement éco-conception. Et puis les textes en cours d'adoption avec le règlement sur les produits de construction. On fera un petit point d'actu sur les sujets récurrents. Ça avait été demandé quand on avait un peu pitché cette édition du webinaire sur tout ce qui est assurance et puis cession des matériaux réemployables. Et puis, on verra brièvement d'autres actus juridiques qui peuvent booster l'économie circulaire dans le bâtiment, tout ce qui est RE 2020, CAP 2030, études de réversibilité et puis une jurisprudence assez intéressante.
Et Morgane vous fera un petit brief sur des publications et des études utiles pour vos démarches de réemploi qui ont été publiées en 2024. Voilà, je vous mets un petit sondage sur ce que vous pouvez ressentir quand vous lisez ce programme. N'hésitez pas à le remplir, comme ça nous permet de prendre un peu la température. Et on attaque directement avec la REP PMCB, où est-ce qu'on en est et puis qu'est-ce qui va changer en 2025. Un petit rappel sur comment ça marche, si jamais, encore une fois, on ne revient pas sur toute l'historique de toutes les réglementations, parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça et on espère que vous avez un peu suivi de toute façon l'actualité. Mais sur la REP, ça nous semblait important de rappeler quand même le BABA pour que vous compreniez la suite. Donc, comment ça marche? Il y a les fabricants des produits et des matériaux de construction qui versent une contribution financière aux 4 éco-organismes agréés, donc Valobat, Ecominéraux, Ecomaison, Valdelia, qui tous ensuite travaillent ensemble et se coordonnent au sein de l'OCAB bâtiment, l'éco-organisme coordinateur. Et donc avec ce petit paquet d'or des contributions financières qu'ils doivent gérer, ils sont chargés de financer le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages de déchets du BTP. Ils sont aussi chargés d'atteindre des objectifs de réemploi des produits et des matériaux de construction. Et puis, ils doivent financer et mettre en place un maillage dense de points de reprise gratuits des déchets de produits et matériaux de construction ou la reprise directement sur les chantiers des déchets, avec pour objectif d'atteindre des taux de recyclage et de valorisation importants dont on doit rendre compte à l'Union européenne. Et donc, pour que ces points de reprise ou cette reprise sur chantier elle soit efficace pour atteindre des taux de recyclage et puis supportable économiquement, il faut que les entreprises de travaux réalisent un tri et une collecte séparée des déchets de chantier à la source, donc soit le tri des 7 flux, soit un tri plus fin par catégorie ou par famille de matériaux. Voilà, donc ça a démarré au niveau opérationnel en mai 2023. Et donc, le sujet, nous, aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est. Donc, en 2024, deux choses à voir. D'abord, pour la gestion des déchets et ensuite sur le sujet plus précisément du réemploi. Pour la gestion des déchets, le maillage territorial devrait être déployé à moitié, à 50% d'ici la fin de l'année. Donc, on avance. Encore une fois, moi, je vous fais un brief sur ce que les textes disent, pas forcément sur ce qui se passe dans les faits au niveau des éco-organismes. Je crois qu'il y en a qui participent au webinaire, donc ils peuvent de toute façon interagir avec vous sur le chat. Mais voilà, c'est pas une analyse systématiquement des écarts entre les obligations et la réalité. En tout cas, a priori, quand même, ça suit un petit peu. Donc, ce cahier des charges, il est respecté en majorité. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura un maillage dense, donc en moyenne, à 10 km de chaque chantier dans les zones suffisamment peuplées et à 20 km dans les zones plus distendues. On doit trouver un point de reprise de la REP PMCB. Vous pouvez, là je vous ai mis un lien cliquable, retrouver toute la liste des points de reprise qui sont déjà disponibles sur le site de OCAB. Et puis voilà, d'ici 2026, on aura normalement 100% du maillage qui est déployé. Une fois qu'on s'est dit voilà qu'on a 50% des points de reprise qui doivent être sous contrat ou opérationnels, ensuite en 2024, quels sont les flux qui peuvent être repris, et ils sont de plus en plus nombreux. Au niveau des dépôts sans frais en point de reprise, donc soit les 6 flux triés séparément, soit par famille de produits, de déchets et de produits de famille de matériaux. Je vous ai mis un lien pareil vers les consignes de tri qui a été publié par l'OCAB et donc qui sont applicables dans tous les points de reprise. Donc ça, c'est sans frais en 2024. Et puis, dépôt en point de reprise avec reste à charge pour tout ce qui est déchets inertes, donc le flux fraction minérale, où pour le coup, en 2024, les éco-organismes prennent en charge 80% des frais de traitement. Et donc, il y a un reste à charge de 20% pour les entreprises de travaux et les maîtrises d'ouvrage. Et puis, en 2024, il y a eu aussi la reprise sans frais des flux qui étaient conjointement dans les cas suivants. Donc, tout ce qui va être reprise auprès des déchetteries des collectivités territoriales dans le cadre du service public de la gestion des déchets. Donc, en gros, tout ce qui va être déchets de chantier apportés par les ménages. La collecte conjointe aussi, quand on reprend auprès des distributeurs de produits et de matériaux de construction qui proposent justement un point de reprise. Vu qu'ils n'ont pas forcément la place, ça peut être pareil, une collecte conjointe des 6 flux. Pareil sur tout ce qui est reprise auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui vont regrouper en fait les déchets de leur petits chantiers au sein
de leurs installations. Donc ça, l'éco-organisme reprend sans frais, même quand c'est collecté conjointement. Et puis, pour les tout petits chantiers, pareil, il y a la possibilité d'avoir une reprise des 6 flux conjoints. En 2025, il y aura encore plus de flux qui vont être repris sans frais. Donc, en point de reprise, on aura les 6 flux triés séparément ou par famille de produits matériaux de construction. Donc, les 6 flux classiques plus les déchets inertes, ça y est, qui seront 100%, les frais de traitement seront 100% pris en charge par les éco-organismes, plus les déchets non dangereux du bâtiment, autres que ceux de ces 7 flux et qui sont collectés séparément par rapport à ceux-là. Donc, la fameuse, bien sûr pas tout ce qui est déchets dangereux, mais la fameuse grosse benne DIB avec tout ce qui rentrera pas dans le tri 7 flux, qui pourra être repris aussi dans les points de reprise de la REP sans frais. Donc ça s'étend, et puis les modalités de reprise sans frais, elles sont aussi de plus en plus nombreuses. Donc jusqu'à maintenant, on avait que pour tout ce qui était reprise sans frais, de la reprise en point de collecte, donc il fallait quand même amener les déchets. Là, en 2024, on a eu une expérimentation de la reprise sur chantier qui va se terminer à la fin de l'année. Aujourd'hui, ce qui est testé et ce qui est envisagé, c'est la reprise sur chantier à partir de 50 mètres cubes. Et puis, la condition, bien sûr, il faut que les 7 flux soient triés séparément et on pourra reprendre aussi, une fois que ce tri 7 flux a été fait, la benne des autres déchets non dangereux qui rentrent pas dans ces flux triés. Comment ce sera pris en charge? Il y aura toujours 100% de traitement pris en charge par les éco-organismes. Et puis, vous aurez les coûts de transport qui sont pris en charge par les éco-organismes, 50% en 2025 et puis 80% en 2026. Et c'est pas 50% de la facture, c'est 50% des coûts de transport de référence. Donc, je vous ai mis la définition et le but notamment de cette expérimentation, c'est de définir en fait ce coût de transport de référence sur la base duquel les éco-organismes vont financer cette reprise sur chantier. Donc ça, c'était en 2024. Et puis en 2025, il y aura justement les modalités de reprise sans frais améliorées, la reprise sur chantier qui devrait être déployée et généralisée. On attend quand même les modalités définitives qui résulteront de cette expérimentation. Et puis, la reprise chez les entreprises du secteur du bâtiment qui ont été clarifiées, explicitées suite à des demandes des fédérations notamment qui représentent les artisans. Et donc, à partir de 2025, le cahier des charges, il prévoit que dans le cas où l'entreprise dispose de contenants dont elle supporte les coûts de mise à disposition, l'éco-organisme procédera à leur reprise sans frais, quelle que soit la fréquence d'enlèvement, dès lors que les contenants ont un volume unitaire supérieur à 8 mètres cubes. Donc voilà, il y a un critère et à partir de là, sur le type de contenant, l'éco-organisme devra organiser l'enlèvement dès que nécessaire auprès de ces entreprises de travaux. Il y aura d'autres mesures aussi pour faciliter les modalités de reprise des déchets de chantier. Il y aura un outil unique de traçabilité des déchets qui sont repris dans le cadre de la REP. Donc, il y aura un seul outil, peu importe les éco-organismes, une seule plateforme auprès desquelles les entreprises pourront retrouver les informations sur la traçabilité. Il y aura un seul outil aussi d'accès simplifié aux différents points de reprise. Donc ça, pareil, une seule porte d'entrée numérique pour voir quel point de reprise reprend quoi sans frais à proximité du chantier. Et il n'y aura pas d'obligation d'enregistrement via cette plateforme numérique pour les dépôts inférieurs à 1 tonne. Et puis, dernière mesure aussi de simplification, il y aura l'obligation pour les éco-organismes de proposer un contrat type de soutien financier pour assurer uniquement la traçabilité des déchets qui sont collectés. Donc ça, voilà, je rentre pas forcément dans le détail parce que c'est surtout pour les opérateurs de collecte, mais ça peut aussi s'appliquer aux opérateurs qui font de la collecte de réemploi. Donc voilà, il y aura un dispositif uniquement pour assurer la traçabilité et les investissements qui sont liés à ça, pour permettre notamment aux éco-organismes de pouvoir capter un petit peu cette donnée sur combien de gisements sont collectés à la source, sont ensuite valorisés et sont potentiellement réemployés. Pour le réemploi, qu'est-ce qui va se passer? Des objectifs qui seront désormais opposables puisque pour 2024, les éco-organismes devront atteindre 2% des gisements qui auront fait l'objet d'une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation.
Donc voilà, un objectif cible, pour rappel, en 2028 de 5% de la quantité totale des produits et des matériaux de construction qui devront avoir fait l'objet d'un réemploi. Et puis d'autres mesures en revanche qui sont visées par le cahier des charges, mais alors à titre personnel, j'ai rien vu en lien avec ça, donc je sais pas où en sont les éco-organismes. Mais avant le 1er juillet 2024, le cahier des charges, il prévoit de cette année, il prévoyait une évaluation de la quantité des produits et des matériaux de construction réemployés par famille de matériaux. À partir de cette évaluation, le cahier des charges, il prévoyait que au mois d'octobre, les éco-organismes devaient proposer une évolution des objectifs globaux de réemploi et des objectifs spécifiques pour certains matériaux, pour adapter justement les objectifs qu'on a juste au-dessus. Et puis, dans les 3 ans à compter de l'agrément, donc d'ici courant de l'année prochaine, le cahier des charges, il prévoit que les éco-organismes vont devoir réaliser une étude pour proposer un plan d'action pour encourager la déconstruction sélective des bâtiments et favoriser notamment le réemploi et la réutilisation. Donc ça, c'est pareil, c'est en cours d'élaboration, en revanche, des éco-organismes. Et puis pour les 2 premiers, je n'ai pas vu de choses particulières sur l'avancement de ce sujet. Donc ce sera, à mon avis, soit fin d'année, soit 2025 plutôt. Sur la question justement de l'atteinte de ces objectifs, il y a une actu qui était assez importante parce que ça va peut-être faire évoluer un petit peu le fonctionnement des REP courant de l'année prochaine. Un rapport qui a été publié par différents organismes gouvernementaux sur la performance et la gouvernance des filières REP. Et en gros, le constat qu'on a, c'est que les performances des filières REP présentent d'importantes marges de progrès. En gros, il y a 40% du gisement des déchets soumis à une REP qui échappe à la collecte. S'agissant du réemploi, ce que les auteurs du rapport relèvent, c'est que le respect des objectifs va dépendre de l'évolution notamment des modes de conception des produits et de l'incitation des consommateurs à privilégier leur réemploi plutôt que le neuf, et que l'efficacité des leviers qui sont mobilisés par les filières REP pour modifier les comportements aujourd'hui ne sont pas démontrés. Donc en gros, ce que font les filières REP pour inciter au réemploi aujourd'hui, ça semble inefficient, ou en tout cas l'efficience n'est pas démontrée. Ils nous disent aussi que vu toutes les nouvelles filières REP et la trajectoire des objectifs, il va y avoir une forte hausse des contributions entre 2022 et 2029, plus 6 milliards d'euros, et que au vu de l'inefficience des filières actuelles, les auteurs du rapport nous disent ne créez plus de filières REP, sauf si l'Union européenne nous l'impose, mais sinon on met un moratoire, on se calme sur les filières REP tant que ça marche pas mieux. Et puis, dernier constat, on nous dit que le pilotage des filières REP par les pouvoirs publics présente des défaillances qui ne peuvent être rectifiées à cadre institutionnel constant. Et voilà, en gros, le constat, c'est que les sanctions sont quasiment jamais mobilisées à l'égard des éco-organismes qui manquent à leurs objectifs. Et pareil, sur tout ce qui est sanctions auprès des metteurs sur le marché. Et la solution qu'on nous propose, par conséquent, c'est de créer une instance de régulation des filières REP pour regrouper et exercer de manière indépendante les fonctions de régulation des équipes concurrentielles, de gestion des différends, de contrôle et de sanctions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un dossier qui était sur la table juste avant que nos problèmes de dissolution et de restructuration parlementaire arrivent. Donc, c'est un petit peu en suspens, mais le sujet est sur la table et a priori, de toute façon, la création de cette instance de régulation est un peu inévitable de toute façon à moyen terme au vu des conclusions de ce rapport. Voilà ce qu'il faut retenir. Et un autre point très important qu'on a eu en 2024, c'est est-ce que les acteurs du réemploi vont se retrouver bientôt soumis comme les autres fabricants de matériaux à la REP PMCB, parce qu'on a eu une évolution de la notion de producteur. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans notre, je crois que c'était le dernier webinaire, mais en gros, avant, ce qu'on avait dans le code de l'environnement sur est-ce que justement, par exemple, toutes les ressourceries ou les reconditionneurs de matériaux de réemploi, est-ce qu'ils sont considérés comme des metteurs sur le marché? On nous disait en gros non. Et la définition qu'on avait avant, c'est qu'on nous disait que n'était pas considéré comme un producteur au sens de la REP et donc soumis à éco-contribution la personne qui procédait à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés. Et il y avait des critères sous réserve que les opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l'opération.
Bref, ça posait déjà plein de problèmes sur est-ce qu'on rentre dedans, est-ce qu'on rentre pas dedans, mais on avait quand même une porte, voilà, un critère pour permettre de se dire oui, non, j'adhère ou j'adhère pas. Et en fait, en avril 2024, on a une loi qui est venue transposer des éléments du droit européen. Et maintenant, en fait, ce que nous dit le Code de l'environnement, c'est peut-être considéré comme producteur et donc soumis à l'obligation de verser les éco-contributions toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit qui relève du principe de la REP et qui résulte d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation. Donc, ce qu'on attend en gros aujourd'hui, c'est qu'il y a un décret qui est censé venir nous dire, en gros, ça s'applique à quelle filière REP. Parce que pourquoi on a introduit cette nouvelle définition, c'est surtout parce qu'il y a une filière REP qui a cette définition au niveau du droit européen, qui est tout ce qui est les batteries et les piles. Donc voilà, ça concerne en principe ce type de filière. Donc on ne sait pas aujourd'hui si ça va s'étendre sur tout ce qui est PMCB. Mais donc il y a vraiment un sujet à suivre. Donc voilà, ça aujourd'hui on n'a pas la réponse en 2024. Donc aujourd'hui c'est un peu statu quo. Vu qu'on n'a pas de mesure d'application, mais c'est quelque chose qui devrait sortir courant 2025. Et je laisse la parole à Morgane sur, pour atteindre donc, ces objectifs de réemploi qu'il va falloir atteindre pour 2024 et puis ces objectifs pour 2027 et 2028, quels sont les dispositifs de soutien qui sont proposés par les éco-organismes. Donc oui, en résumé, pour atteindre ces objectifs, comme vient de le dire Elisabeth, les éco-organismes vont reverser une partie des contributions qu'ils collectent aux acteurs de l'économie circulaire et du réemploi. Et chacun des éco-organismes a mis en place un certain nombre de solutions de soutien financier aux pratiques de réemploi. Alors, on a contacté les 4 éco-organismes, seuls 2 nous ont répondu et on a pu échanger avec seulement 2 éco-organismes. Et on sait qu'un 3e, donc on a échangé avec Ecominero et Valobat, et on sait que Ecomaison a des partenariats qui permettent d'étendre, donc un partenariat avec Ecominero qui permet d'étendre le champ d'action d'Ecominero sur ce sujet. Donc, pour rentrer un peu dans le détail de ces financements, donc côté Ecominero en 2024, ils ont mis en place 4 appels à projets, dont 3 sont clôturés à la date d'aujourd'hui, mais qui seront renouvelés en 2025 dans des conditions assez similaires. A priori, les montants seront comparables. Le planning sera aussi comparable, mais si vous êtes intéressé, je vous invite à suivre de près l'actualité sur le site d'Ecominero pour avoir les dates de publication exactes des appels à projets et leurs conditions de renouvellement. Donc, je vais vous présenter quand même ces 4 solutions, même pour celles qui ne sont temporairement plus ouvertes. Donc, le premier appel à projet portait sur le soutien du diagnostic PEMD ressources. Donc, la session est encore ouverte jusqu'au 31 décembre. Elle a pour objectif de soutenir financièrement les maîtrises d'ouvrage qui souhaiteraient réaliser des diagnostics PEMD / ressources sur leur projet. Point intéressant, soutien financier même dans le cas où l'opération n'aurait pas d'obligation réglementaire à réaliser ce diagnostic. Donc, pour les opérations, même s'il y a plusieurs critères, mais disons pour les opérations de moins de 1000 m², dans la mesure où il y aurait une vraie volonté de la maîtrise d'ouvrage démontrée de mettre en place des pratiques de réemploi et d'économie circulaire sur le projet. C'est un financement qui peut monter jusqu'à 8 000 € par diagnostic. Et point important, la candidature doit être réalisée avant la réalisation du diagnostic lui-même. Ensuite, donc les trois appels à projets suivants sont clôturés à date, mais vont être renouvelés. Un appel à projet portant sur les expérimentations sur les chantiers. L'idée étant de soutenir ces expérimentations de déconstruction et de construction avec des matériaux de réemploi. C'est un spectre assez large en termes de définition de la notion d'expérimentation. 2 sessions dans l'année, une entre février et avril et une seconde entre juin et septembre. Et une aide pouvant aller jusqu'à 50 000 € pour financer ce type d'expérimentation. Ensuite, un 3e appel à projet qui porte, lui, sur l'étude de faisabilité pour la mise en place de nouvelles activités de réemploi. On pense
en particulier aux activités de reconditionnement, à l'ouverture d'un atelier de reconditionnement par exemple, aux activités de dépôt soigné ou matériothèque, plutôt côté faiseur que côté études a priori, hein, si j'ai bien compris. 2 sessions dans l'année également et une aide pouvant aller jusqu'à 35 000 euros. Soutien également à toutes les études de faisabilité, au prototypage et autres. Et puis, 4e appel à projet qui porte sur un accompagnement pluriannuel d'activités déjà existantes, une session par an entre mai et septembre. Et là, on est sur des montants un peu plus importants, hein, qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros, donc 50 000 euros par an sur 3 ans, qui permettent de soutenir le développement et la pérennisation d'activités liées au réemploi. Et donc, cet accompagnement est destiné aux projets qui sont d'ores et déjà en fonctionnement. Pour ce qui est de Valobat, alors un panel plus large peut-être d'aide et d'accompagnement qui est divisé entre le secteur du réemploi, les maîtrises d'ouvrage, les entreprises de travaux et plus généralement tous les acteurs, mais on va y revenir. Donc les accompagnements qui concernent en particulier les acteurs du réemploi, vous avez un AMI portant sur le soutien à l'ouverture de plateformes de réemploi, donc plateformes plutôt physiques, hein, a priori, de sites de stockage, préparation, reconditionnement. Une prise en charge des dépenses d'aménagement, d'équipement, de recrutement, enfin de création d'installations, pouvant aller jusqu'à 30% des frais engagés et dans la limite de 200 000 euros par projet, avec un lancement début novembre 2024 de ce soutien, enfin de l'appel à projet pour le soutien des projets d'ouverture de plateforme. Ensuite, un soutien à l'eurotonne pour l'utilisation de matériaux de réemploi dans les projets. C'est une expérimentation qui est en cours déjà, qui permet de soutenir financièrement la tonne de réemploi mise en œuvre finalement. Donc, tout ça étant basé sur la justification du réemploi effectif des matériaux. Et c'est un soutien qui est destiné à tout acteur en mesure de justifier justement du réemploi de matériaux. Matériaux issus d'une déconstruction et avec un barème qui en 2024 était de 5 euros la tonne pour la catégorie 1, donc les matériaux inertes, et 45 euros la tonne pour les matériaux non inertes. Une aide également sur la collecte des déchets issus de l'activité de réemploi. Donc ça, c'est pour tous les acteurs du réemploi qui eux-mêmes produisent des déchets dans le cadre de leurs activités, qui sont finalement les rebuts ou les matériaux non réemployés ou non réemployables. Donc à travers un soutien opérationnel permettant la collecte des déchets triés et un soutien destiné à ces acteurs. Et là, on n'a pas de précision sur les montants. Ensuite, un certain nombre d'aides plutôt adressées aux maîtrises d'ouvrage. Un AMI pour l'expérimentation sur des chantiers de réemploi, soutien au diagnostic PEMD, soutien aux missions d'AMO de déconstruction et d'intégration de matériaux de réemploi, et soutien aux essais techniques et partenariats innovants, le tout ouvert jusqu'au 2 décembre. Et je vais juste rapidement reprendre mes notes parce que je suis étonné qu'on n'ait pas des montants en fait qui aillent avec. Et effectivement, on a des montants que je n'ai pas remis dans la présentation, mais que, écoutez, je mettrai à jour la présentation sur que l'on partagera sur matériauxréemploi.com avec les montants pour chaque champ de participation. Ce sont aussi des données que vous pouvez retrouver sur données très importantes, je m'excuse de les avoir oubliées, que vous pouvez retrouver sur le site de Valobat. Également des accompagnements sur les sujets formation, l'objectif étant de favoriser la montée en compétences des acteurs du réemploi. Donc c'est des aides pour financer la formation des équipes professionnelles, mais aussi des formations qui seront dispensées par des partenaires de Valobat, Valobat ayant lancé un marché il y a quelques mois pour justement se doter de partenaires sur ces sujets. Donc formation adressée aux maîtrises d'ouvrage, aux entreprises de travaux, de démolition ou aux diagnostiqueurs. Et le planning sera mis en ligne bientôt. Puis ensuite, de manière plus large, il est prévu aussi, et ce sont des services qui s'adressent à toutes et tous, des visites, des rencontres, des webinaires sur le sujet et un ensemble d'événements de sensibilisation. Donc, vous pourrez retrouver le planning sur le site de Valobat.
Et puis un dernier volet, mais qui nous intéresse peut-être moins aujourd'hui, a priori, puisque c'est pas forcément la typologie d'acteurs présente dans ce webinaire, mais il est également prévu des accompagnements pour les metteurs sur le marché, appel à projets intégrant le réemploi et la réutilisation. Donc l'objectif étant d'aider finalement les producteurs à favoriser la réemployabilité des produits qu'ils mettent sur le marché. Et également un accompagnement pour l'ouverture des zones de réemploi et le soutien à la traçabilité des matériaux. Et Elisabeth, je te rends la main. Bon, c'est reparti du coup pour du juridique pur, un peu hardcore, mais encore une fois vraiment très important et très structurant. Premier volet sur cette réglementation européenne, les textes qui entrent en vigueur, donc qui ont un impact là en 2024. Donc la CSRD et la taxonomie. La CSRD, de quoi s'agit-il? Donc en gros, c'est une directive qui est ensuite transposée en France, qui a pour objet de soumettre plus d'entreprises à l'obligation de diffuser des informations sur l'impact environnemental et social de leur activité. Donc depuis 2014, il y avait déjà une directive sur la performance non financière qui avait déjà cet objectif, mais là on vise à étendre et à inclure plus d'entreprises. On introduit des obligations de déclaration ESG qui sont nouvelles et qui sont renforcées, donc plus de personnes, des obligations plus élevées en termes de transparence. Et puis, dernier volet, on va préciser les modalités de transmission de ces informations en définissant des normes d'information en matière de durabilité. C'est ce qu'on appelle les ESR, les ESRS. Et l'objectif, c'est surtout d'harmoniser avec ces normes le reporting extra-financier des entreprises européennes, puisque en gros, depuis 2014, on avait déjà une obligation de reporting extra-financier, mais pour résumer, c'était un petit peu du bullshit où chacun mettait en place un peu ses indicateurs. Donc en fait, on pouvait pas comparer, on pouvait pas trop savoir ce que ça valait, c'était du greenwashing ou pas. Et donc, l'objectif avec ce reporting extra-financier, ça va être de permettre aux utilisateurs de cette déclaration relative à la durabilité, ou qu'on appelle maintenant le rapport de durabilité, de comprendre les incidences importantes de l'entreprise qui va publier ce rapport sur la population, sur l'environnement et sur son évolution, le résultat et sa position à long terme, comment elle intègre tout ça. Donc, encore une fois, la CSRD, c'est vraiment de la stratégie de transparence et de lutte contre le greenwashing, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et en réalité, voilà, quel impact on a et comment on est impacté aussi par l'environnement. Donc, je vous ai mis les entreprises concernées. Ça va s'appliquer pour l'exercice 2024 à toutes les entreprises qui étaient déjà soumises à l'obligation de reporting extra-financier. Et puis, à partir de l'année prochaine, ça s'applique à d'autres entreprises. Alors, au début, c'est vraiment que les très grandes entreprises, mais que je vous ai mis le tableau. Vous voyez, à la fin, à partir de 2026, par exemple, ce seront les PME cotées en bourse. Donc, voilà, ça va descendre de plus en plus vers un maximum d'entreprises. Donc, le champ va s'étendre, mais dès cette année, les plus grosses entreprises y sont soumises. Quel est l'impact sur l'économie circulaire dans le secteur de la construction? Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, le rapport de durabilité que ces entreprises vont devoir publier va comprendre des données qui permettent d'apprécier la transition vers l'économie circulaire. Donc, en fait, les entreprises qui vont devoir publier au titre de la CSRD vont devoir publier des informations relatives à 6 facteurs environnementaux. Donc, vous avez tout ce qui est atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, ressources aquatiques et marines, utilisation des ressources et économie circulaire, donc notre sujet, pollution et puis biodiversité et écosystème. Et donc, la Commission européenne, elle a adopté les fameuses normes pour fixer plus précisément les informations que les entreprises vont devoir publier s'agissant de chacun de ces items. Et donc, on retrouve des informations sur l'économie circulaire dans les normes transversales et puis aussi dans les fameuses normes thématiques, donc celles sur le changement climatique, celles sur la pollution, mais surtout sur la norme thématique utilisation des ressources et économie circulaire. Et donc, l'autre chose à suivre, c'est que ensuite, ils vont décliner. Donc, c'est vrai que c'est un peu usine à gaz, mais ils vont décliner ensuite ces normes thématiques, donc notamment la norme thématique sur l'économie circulaire, via des normes sectorielles, donc pour les décliner encore plus à un secteur d'activité. Et donc, d'ici 2026, on devrait avoir des normes sur
construction et engineering, real estate, building materials et construction et furnishing. Donc, ça nous permettra d'avoir des normes encore plus précises sur qu'est-ce qu'on demande aux entreprises de ces secteurs en matière de reporting sur l'économie circulaire et l'utilisation des ressources. Donc, le petit bémol qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas rêver, toutes les entreprises ne vont pas publier les données sur l'impact sur les ressources et sur l'économie circulaire. Ça va être seulement les entreprises qui vont avoir un double impact en réalité sur ce sujet-là. Donc en fait, on va regarder, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la double importance ou double matérialité. On va regarder en fait si c'est pertinent en fait pour l'entreprise de publier sur ce sujet au regard d'une part de cet enjeu sur ses performances économiques. Donc en fait, on va tout simplement regarder est-ce que la question des ressources et de l'économie circulaire peut avoir un impact sur ses performances économiques, et on va regarder aussi l'impact de l'activité de l'entreprise sur ce sujet, donc sur les ressources et sur l'économie circulaire. Et si il y a un double impact et que voilà, ça vaut le coup de travailler sur ces données, et ben c'est à partir de là que ça va rentrer finalement dans le rapport de durabilité. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les rapports de durabilité, on ne trouvera pas les informations sur les ressources et sur l'économie circulaire. Au regard de cette question de la double matérialité, en gros, dans le secteur de l'immobilier et de la construction, on va avoir souvent les maîtres d'ouvrage professionnels type promoteurs, les fabricants de matériaux ou encore les entreprises de travaux qui se retrouveront probablement à communiquer des données sur ce sujet des ressources et de l'économie circulaire, vu leur interdépendance avec cet enjeu-là et puis leur impact aussi sur cet item. Mais en revanche, par exemple, tous les acteurs de l'immobilier et de la construction dont l'activité va relever plutôt du tertiaire, donc tout ce qui va être bureau d'études, maîtrise d'œuvre et compagnie, ou dont l'activité principale n'est pas la construction, type les bailleurs sociaux, pourront probablement s'exonérer de communiquer des données sur le sujet, puisqu'on considérera que, voilà, au regard de la double matérialité, ils sont pas principalement concernés et que ça va leur faire trop d'obligations de reporting pour pas grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir aussi sur la CSRD, c'est que au-delà finalement, ça va impacter au-delà des entreprises qui sont soumises à cette obligation de reporter sur le sujet, puisque les acteurs qui sont soumis à l'obligation d'établir le rapport de durabilité, donc il y en aura quand même pas mal, eux, ils vont imposer les exigences de performance et de transparence à tous leurs fournisseurs, prestataires, sous-traitants. En fait, ça va ruisseler finalement les performances qu'on veut atteindre et qu'on veut afficher dans son rapport de durabilité. On va l'impliquer à toute la chaîne. Et puis, les clients, par exemple, auront accès au rapport de durabilité. Donc, ils pourront aussi trier et sélectionner les entreprises en fonction de ce qu'ils peuvent constater, s'il y en a qui ont des démarches d'économie circulaire vraiment performantes ou non. Et puis, dernier volet, il y a les acheteurs publics qui auront la possibilité de rejeter les offres des entreprises qui ne publieront pas leur rapport de durabilité, où aujourd'hui, il y en avait beaucoup qui étaient à la masse. Et maintenant, on pourra les écarter des marchés publics si elles n'ont pas respecté leur obligation de publication. Voilà, donc encore une fois, il y a quand même un impact de la CSRD assez important sur toute la chaîne de valeur dans le secteur. Je vous ai mis un exemple de normes sur l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire, où en gros, ce qu'on nous demande, ça va être de publier les entrées de ressources, notamment la circularité des ressources entrantes, les sorties de ressources, notamment les informations sur les produits ou les matières, et puis tout ce qui est déchets. Et en fait, ensuite, la norme vous détaille de manière hyper précise pour chacune de ces trois items le type de données qu'il faut fournir. Donc, encore une fois, c'est hyper lourd en termes de reporting. Donc, c'est pour ça qu'on sélectionne et qu'on dit ça vaut le coup de reporter sur l'utilisation des ressources et l'économie circulaire quand c'est au cœur de votre activité ou que c'est au cœur de votre impact. L'actu Michel Barnier, l'idée d'un moratoire sur la CSRD, donc ça date d'il y a 2 jours, je crois. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais Michel Barnier a dit oui, voilà, moi je pense qu'il faudrait faire un moratoire sur les textes qui sont hyper lourds et qui freinent la compétitivité des entreprises, notamment la CSRD. Et effectivement, donc ce qu'on a pu lire après, c'est de toute façon, il peut pas le faire tout seul au niveau national. Donc ça, oui, effectivement, bien sûr, il peut pas le faire au niveau national puisque on est soumis au droit européen, donc on se mettrait en porte-à-faux.
En revanche, ce que je vous ai mis, c'est que cette idée-là, c'est pas du tout une idée isolée au niveau européen. Et donc, à mon avis, l'idée de notre ami Michel, c'est surtout de obtenir un moratoire au niveau européen avec ses collègues qui sont tout à fait alignés. Et il y a notamment eu un rapport qui a été rendu en 2024 sur la compétitivité au niveau de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. Et en conclusion, on a dit, ouais, il y a vraiment une usine à gaz de normes et en fait, ça freine la compétitivité des entreprises françaises. Donc, il faudrait voir si on se calme pas sur toutes ces réglementations. Donc voilà, donc ça, ce sera quand même un sujet à suivre. Est-ce que la CSRD, alors qu'il y a déjà des entreprises qui ont énormément investi pour pouvoir faire leur rapport de durabilité sur 2024, est-ce qu'on va avoir un moratoire ou un ralentissement de la mise en place pour les autres entreprises? Voilà, ce sera un truc à suivre. Et j'enchaîne sur un autre texte, souvent où on a du mal à distinguer, on comprend pas trop la différence entre CSRD et taxonomie parce qu'ils se ressemblent en tout cas. C'est tout ce qui est taxonomie. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est la Commission européenne qui a mis en place un système de classification unifié des activités économiques qu'elle considère comme durables à l'échelle de l'Union européenne. L'objectif de ce texte-là, c'est d'aider les investisseurs à identifier et à choisir les activités durables, parce que tout le monde veut des fonds d'investissement durables, tout le monde veut investir en du durable pour être sûr que voilà, c'est pas des choses qui vont être renversées dans les prochaines années ou mis à mal par le changement climatique. Mais en gros, l'objectif de la Commission européenne, c'est de dire on met en place une classification et après chacun est obligé de rendre visible et de dire est-ce que c'est une activité durable ou non au sens de cette classification. Et donc, concrètement, le texte, il va créer une nouvelle obligation de reporting, pareil, du coup, pour révéler est-ce que c'est une activité durable ou non, et puis fixer donc ces critères et ces indicateurs communs pour qu'on soit sûr que tout le monde est d'accord sur est-ce que c'est vraiment une activité durable. Je vous ai mis une petite image pour expliquer, voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir flécher qu'est-ce qui est vraiment durable et de choisir finalement au niveau des investissements financiers. Encore une fois, c'est ça le but de la taxonomie. Si on investit dans quelque chose de durable, de circulaire et compagnie, et d'avoir une garantie que c'est vraiment le cas. Qui est concerné par la taxonomie, qui va devoir rendre visible justement est-ce que son activité est durable ou non, c'est tout ce qui est acteurs financiers, donc justement tous les fonds et compagnies qui vont devoir révéler finalement les produits financiers, combien sont liés à des activités durables ou non, et puis les entreprises et les groupes d'entreprises qui sont déjà soumises à la CSRD. Donc voilà, sur ça on ne change pas, c'est un petit peu le même type d'animal qui est concerné. Sur ensuite comment on fait justement pour savoir si une activité est durable, et vous allez retrouver le lien avec notre sujet sur l'économie circulaire dans le secteur de la construction. En gros, la première condition, c'est il faut que ce soit une activité éligible. Donc ça, on a une liste où on nous dit ça, c'est des activités qui sont potentiellement durables. Et puis on a une seconde condition, c'est qu'il faut être aligné au niveau de cette activité avec la taxonomie et donc notamment contribuer substantiellement à certains objectifs parmi lesquels on retrouve la transition vers l'économie circulaire. Et donc en gros, pour passer là-dessus, le lien avec l'économie circulaire dans le secteur de l'immobilier et de la construction, c'est que les activités de construction, de rénovation et de démolition sont éligibles à la taxonomie, donc sont susceptibles d'être des activités durables, et la transition vers l'économie circulaire remplit la condition d'alignement. Donc en gros, une activité immobilière de rénovation, de démolition ou de construction peut être considérée comme durable si elle contribue substantiellement à la transition vers l'économie circulaire. Et donc ensuite, la taxonomie, comment ça marche? Vous avez des critères à respecter sur votre activité de rénovation, de démolition ou de déconstruction pour montrer qu'elle contribue substantiellement à la transition vers l'économie circulaire. Donc, je vous ai mis ici un exemple sur les opérations de construction où on va vous expliquer justement sur une opération de construction, par exemple, il faut qu'il y ait 90% de valorisation de tous les déchets qui seront traités, notamment du réemploi, où il va falloir mettre un certain pourcentage, réintégrer un certain pourcentage de matières premières secondaires ou de matériaux de réemploi. Et donc, tout ça, c'est prévu par la taxonomie. Et donc, en gros, si vous voulez que votre activité de rénovation ou votre activité de démolition puisse être affichée comme durable à la fin de l'année et que ça puisse conforter les investisseurs et être éligible à certains fonds d'investissement ou à certains types d'investissement, il faudra respecter tous ces critères. Donc, encore une fois, c'est un vrai levier
aujourd'hui, puisque les acteurs qui sont soumis à la taxonomie n'ont pas le choix, quoi. Donc, s'ils veulent que leurs activités deviennent durables, il va falloir remplir tous ces critères. Donc voilà pour la CSRD et la taxonomie. Ensuite, vous avez des textes qui vont entrer en vigueur courant 2025-2026, donc qui ont été adoptés en 2024 et qui ont un impact aussi. Il y a tout ce qui est règlement sur les transferts transfrontaliers de déchets. Donc en fait là c'est le sujet de notamment tout ce qui est échange transfrontalier de matériaux de réemploi ou de matières premières secondaires entre des chantiers. Donc ça va concerner voilà plutôt les zones transfrontalières. Et donc ce texte en gros va s'appliquer à partir de mai 2026. Et en gros, qu'est-ce qui va changer quand on veut transférer des matériaux de réemploi, notamment avec les pays voisins? En gros, maintenant, on va avoir des conditions qui seront appliquées pour distinguer justement est-ce qu'on est vraiment sur des biens usagés, des matériaux de réemploi, ou est-ce qu'on est sur des déchets? Quand on se fait inspecter, on a un contrôle douanier avec nos chargements de matériaux de réemploi. Et donc, les critères, en gros, ça va être de vérifier que l'utilisation ultérieure est certaine, que le matériau peut remplir sa fonction sans pré-traitement important, que si c'est quelque chose qui est destiné à fonctionner, bah, il fonctionne pleinement en l'état actuel, qu'il respecte les prescriptions relatives aux produits, et puis qu'il est correctement conservé et protégé pendant le transport, le chargement et le déchargement. Donc, en cas d'inspection, en gros, les autorités douanières, elles pourront demander soit au transporteur, soit à la personne qui organise le transfert, d'apporter des preuves documentaires de l'origine et de la destination des matériaux, et puis justement toutes les preuves que les conditions qu'on vient de lister sont respectées. Et donc, il faudra anticiper un petit peu et prévoir un petit peu justement son petit dossier. Pour sécuriser les transferts, sachant que ça sécurise encore une fois les transferts plus qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, sinon, on avait un petit peu ce problème que les pays ne pouvaient pas être d'accord, pouvaient ne pas être d'accord sur les critères de réemploi en fonction des transferts. Donc voilà, ça, il faudra bien le mettre en place et donc sécuriser un petit peu quand on a des échanges avec d'autres pays. Et puis aussi d'ici 2026, potentiellement, on aura des textes un peu plus précis sur certains types de matériaux ou certains types d'équipements qui auraient vocation à beaucoup circuler entre les pays pour nous donner des critères plus précis pour vérifier que ce ne sont pas des déchets. Voilà, donc ça, encore une fois, ça intéresse que certains, mais il faut vraiment pas louper le coche si jamais on fait des échanges interopérations ou on se fournit en matériaux de réemploi chez des voisins. Un autre texte, là, pour le coup, très important et très intéressant, c'est le règlement éco-conception qui a été publié en juin 2024. Et je vous ai mis, c'est une bonne nouvelle. Son objectif, c'est de garantir que tous les produits qui sont mis sur le marché dans l'Union européenne sont de plus en plus durables et remplissent des critères d'économie circulaire. Et donc, en gros, on va avoir des exigences d'éco-conception des produits et des matériaux et des exigences en matière de commande publique durable. Et tout ça, ça devrait, pour le coup, vraiment, on va le voir, booster le réemploi des matériaux ou les matériaux faits à partir de matières premières recyclées. Des exigences donc d'éco-conception des produits et des matériaux. En gros, quelles exigences? On va avoir des exigences de performance, donc la circularité va devenir obligatoire. Il y aura des critères qualitatifs et quantitatifs sur certains aspects des produits, des matériaux, des équipements de construction. Donc, ça peut être des critères sur la durabilité, la fiabilité, la possibilité de réemploi, la réparabilité, la possibilité d'entretien et de reconditionnement, la présence de substances préoccupantes, etc., les possibilités de remanufacturage. Donc, je ne vous fais pas la liste exhaustive, mais en gros, pour tous les fabricants, en gros, il va falloir concevoir des produits, des équipements bien réemployables, bien reconditionnables, mieux déposables et compagnie. Donc ça, on aura ces exigences-là. On aura aussi des exigences, on va le voir juste après un peu plus en focus, des exigences d'information par rapport justement aux caractéristiques des matériaux, des produits, des équipements. Comment elles vont être fixées, ces exigences? C'est la Commission européenne qui va fixer avec l'aide d'un forum sur l'éco-conception avec des experts intéressés et compagnie, par groupe de produits, ces critères. Et donc, il va sélectionner les aspects qui sont pertinents en fonction des produits.
Et ce qui est intéressant dans notre secteur, c'est de noter que le premier programme de travail qui est fixé et où on devra avoir ces critères au plus tard en avril 2025, ça va être pour, on a certaines familles de produits qui sont visées et dedans, on a notamment le fer, l'acier, l'alu, les peintures et les produits liés à l'énergie, notamment les produits qui sont déployés dans le bâtiment. Donc, encore une fois, on va avoir déjà rapidement pas mal de types de matériaux qui vont être concernés et pour lesquels on va avoir ces exigences d'éco-conception. Et je vous fais un focus sur pourquoi c'est particulièrement favorable au réemploi des matériaux de construction et pourquoi, selon moi, en tout cas, ça pourrait être un vrai levier pour massifier et simplifier le recours à ce type de matériaux. En gros, premier aspect, les exigences du règlement ne seront pas applicables aux produits d'occasion. Donc ça, c'est bien parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les matériaux que là, on va déposer et bien sûr qui ont été mis sur le marché avant et qui remplissent pas forcément tous ces critères, ça ne s'applique pas. Donc on pourra continuer à les remettre en œuvre. On ne sera pas obligé de les remettre à niveau avec cette nouvelle réglementation. Donc eux, on les laisse vivre. Et puis en revanche, tous les nouveaux produits qui vont à compter de l'entrée en vigueur de ces exigences être mis sur le marché, ben, le réemploi va être ultra facilité pour deux raisons. Déjà, à cause des exigences de performance, parce que comme je vous disais, ils vont devoir être mieux démontables, mieux réemployables, avoir pouvoir être reconditionnés et compagnie. Et surtout, il va y avoir une vraie innovation, c'est le passeport numérique produit. En gros, toutes les informations relatives aux performances ou au réemploi des produits devrait être disponible en ligne et facilement compréhensible par tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement au-delà du premier usage. Donc, je vous ai mis une slide là-dessus spéciale parce que c'est vraiment pour moi un truc qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes. En gros, dès qu'on va mettre sur le marché des produits, on devra éditer un passeport numérique des produits. Concrètement, ce sera un petit QR code, quoi. Qui pourra intégrer les informations utiles pour le démontage et la préparation en vue du réemploi et le réemploi. Et ou encore l'emplacement des substances préoccupantes dans le produit. Donc, en gros, tout ce qu'on cherche à savoir aujourd'hui quand on fait du diagnostic. Ce passeport produit, il pourrait être mis à jour par tous les acteurs amenés à intervenir sur le produit qui seront identifiés, donc notamment les réparateurs, les professionnels de l'entretien, les reconditionneurs. Donc, tout ce qu'on cherche à savoir aussi, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on l'a mis en œuvre, ensuite, est-ce qu'il a été réparé, est-ce qu'il a été reconditionné, et compagnie, et compagnie. Donc, tout ça, en fait, ça sera actualisé dans le passeport produit au fur et à mesure. Donc, en fait, on aura accès à tout l'historique, toute cette traçabilité-là. Et puis, il devra en toute hypothèse être disponible pendant une période longue qui va être fixée justement dans le fameux acte qui sera pris par la commission par type de produit, où on nous dira, par exemple, justement, en fonction des caractéristiques du produit, pour un matériau de construction, peut-être ce sera 15 ans, 20 ans, il faudra que le passeport numérique soit disponible, même par exemple si le metteur sur le marché initial a disparu, c'est-à-dire si c'est une entreprise qui a été liquidée ou voilà, en fait, il faudra que le passeport produit soit hébergé d'une manière sur une plateforme commune qui fait que on continue à pouvoir y accéder et à pouvoir l'actualiser. Donc voilà, ce que je vous ai mis, c'est que ça aura directement pour effet de faciliter le travail des diagnostiqueurs, que ce soit ressources ou PAMD, de simplifier la requalification technique des matériaux ou encore de booster les filières de reconditionnement ou de remanufacturage des produits qui commencent à apparaître, tout ce qui est sanitaire, équipements électriques, moquettes et compagnie, puisqu'en fait, on aura dedans tout l'historique et on aura normalement les consignes sur comment déposer, comment reconditionner, etc. Donc, franchement, pépite. Voilà. Donc ça, courant de l'année prochaine, on devrait avoir les premières exigences. Les exigences minimales, l'autre chose qui est prévue du coup par ce règlement éco-conception, c'est des exigences minimales pour les marchés publics et ça aussi, ça devrait être vraiment bien. En gros, le règlement, il nous dit il va falloir intégrer des exigences minimales pour orienter les marchés publics vers les produits les plus performants en termes de durabilité. Donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, en gros, pour orienter la commande publique vers tous les produits, matériaux, équipements qui seront les mieux disants au regard des exigences qui auront été fixées et qu'on vient de lister. Donc ensuite, ça s'appliquera à tous les marchés, peu importe que ce soit un marché de fourniture ou un marché de travaux. Et en gros, ce sera soit via des spécifications techniques, des critères d'attribution, des objectifs d'exécution du marché. Donc, je vous ai mis des exemples. Ça pourrait être justement d'exiger que les produits atteignent certains niveaux de performance ou répondent à certaines classes en niveau de l'empreinte carbone ou au niveau de l'empreinte énergétique.
Ça peut être des critères d'attribution où, par exemple, on pourrait avoir une obligation de mettre une pondération minimale je sais pas, de 30% sur les contenus recyclés, le nombre de gravats recyclés ou le nombre de béton justement qui intègre des gravats recyclés et compagnie, ou ça peut être comme ce qu'on a aujourd'hui un petit peu l'obligation de s'approvisionner à X% sur toute l'année pour les acheteurs publics en matériaux de réemploi, quoi. Donc voilà, et ça, ce sera au niveau européen, donc on ne pourra pas discuter, ce seront tous les marchés qui y seront soumis obligatoirement. Donc voilà, c'est tous les marchés publics, encore une fois, mais ça pourrait être une avancée très importante. Et donc ça, c'est pareil, on aura en fait les exigences, elles seront fixées en même temps que les exigences d'éco-conception, de performance et d'information qu'on aura par groupe de produits. Donc là, ce que je vous disais sur fer, acier, peinture et compagnie, on devrait avoir en même temps des exigences liées à ces groupes de produits en termes de commandes publiques qui devraient sortir en même temps. Donc voilà, à suivre, mais un gros levier en tout cas a priori pour le réemploi avec ce texte. Les textes en cours d'adoption ultra impactants, c'est le règlement sur les produits de construction. Donc ça, ça a avancé, mais ça n'a pas abouti pour l'instant. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cette révision, elle pourrait réglementer la cession des matériaux de réemploi, donc un énorme impact, et acter définitivement la transition vers des normes harmonisées et un marquage CE pour les matériaux de réemploi. Donc aujourd'hui, en l'état des textes, il y aurait une distinction entre les matériaux de réemploi in situ, les matériaux reconditionnés ou encore les matériaux remanufacturés. Donc, enfin voilà, on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé, donc je ne rentre pas dans les débats parce que ça prendrait trop de temps et je vous ai mis, de toute façon, ça devrait aboutir bientôt et promis, on organisera un webinaire sur le sujet pour justement voir vraiment quel est l'impact et faire le point sur tout ce que ça change en fonction des types de démarches. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas de version définitive. Mais voilà, à mon avis, le texte le plus impactant pour les 5-10 prochaines années. Le point d'actu sur les sujets récurrents, assurance dans le cadre du réemploi des matériaux. Donc ça, en gros, 3 sujets un peu à se rappeler. Les premières règles professionnelles qui ont été approuvées, le réemploi des équipements dans le cadre de la maintenance qui a été favorisé par la jurisprudence, et puis un premier bilan de la jurisprudence en cas de sinistre lié à des matériaux de réemploi que j'ai fait, donc un petit audit de jurisprudence. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur les premières règles professionnelles. Donc en gros, on a les recommandations professionnelles pour le réemploi des éléments structuraux en acier qui viennent d'être publiés et qui ont été acceptés par la commission de prévention des produits de l'AQC. Et concrètement, ça change quoi en termes assurantiels? Ça veut dire que désormais, même si les polices d'assurance des maîtres d'ouvrage et des entreprises de travaux sont limitées aux techniques courantes telles qu'elles sont définies par la circulaire de la FFA, le réemploi des éléments structuraux en acier conformément à ces recommandations est automatiquement couvert. Et donc, il n'y aura pas de déclaration à faire, de protocole à valider. Voilà, il faut juste se conformer comme on se conforme à un DTU. Il faudra juste viser en gros dans vos marchés ces recommandations et du coup, ce sera automatiquement couvert. Il y aura pas de sujet assurantiel, même si les acteurs ont ces polices d'assurance de base. Le deuxième point à retenir, c'est une décision de la Cour de cassation de mars 2024 qui a considéré, qui a changé toute sa jurisprudence pour dire les éléments d'équipement qui sont installés soit en remplacement, soit par adjonction sur un ouvrage existant, ne sont pas des ouvrages et ne sont pas soumis à la garantie décennale ou à la garantie biennale ou à la garantie de bon fonctionnement. Et donc, peu importe le type de sinistre, en gros, ce sera de la responsabilité contractuelle classique, il n'y a pas de responsabilité des constructeurs. Et donc, je traduis, ce que ça signifie, c'est que recourir à des équipements de réemploi dans le cadre de travaux de rénovation ou de maintenance, c'est ultra facile maintenant et c'est bien facilité parce que, en gros, plus besoin d'exiger une assurance décennale pour ce type de travaux. Donc, une attestation, une responsabilité civile professionnelle classique, ça suffit. Donc, encore une fois, c'est plutôt positif parce que ça fait des travaux aussi moins onéreux, il y a moins de charges assurantielles. Et puis, surtout, le contrat va laisser beaucoup plus de place pour partager la responsabilité et les risques qui sont liés au réemploi entre le maître d'ouvrage et l'entreprise.
parce que dans le cadre de la garantie décennale, comme vous le savez, c'est pas possible contractuellement de limiter ou d'exclure le droit à garantie de la maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, l'entreprise, elle n'a pas d'option, c'est-à-dire que soit elle refuse la mise en œuvre des matériaux de réemploi si elle veut pas voir sa responsabilité engagée, soit en gros elle assume tous les risques, quoi. Il y a pas de demi-mesure. Et là, dans le cas du coup de tout ce qui est maintenance et remplacement d'équipement, et ben l'entreprise et le maître d'ouvrage pourront se mettre d'accord pour limiter la responsabilité de l'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre d'éléments de réemploi que le maître d'ouvrage voudrait absolument voir mis en œuvre sur le projet. Donc voilà, je vous ai remis un lien vers un petit article de décryptage que j'ai fait là-dessus, beaucoup plus détaillé pour vous expliquer tout ça. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qui est équipement, donc radiateur, pompe à chaleur, climatiseur et compagnie, tous ces équipements qu'on va venir changer dans le cadre de la maintenance ou remplacer dans le cadre d'une opération de rénovation. Voilà, ça relève pas des garanties constructeurs, donc on peut vraiment mettre du réemploi et se mettre d'accord sur comment on organise nos limites et nos partages de responsabilités sur ce sujet. Et une autre actu, c'est un peu une mise en abîme, mais en gros, j'ai fait un article pour Matériaux Réemploi sur vraiment le réemploi des matériaux et la garantie décennale. Aujourd'hui, faire le point sur toutes les jurisprudences, parce qu'il y en a plein, on nous fait croire que c'est innovant, mais pas du tout. Et du coup, en gros, que nous disent aujourd'hui les juges en termes de garantie décennale et d'assurance? Donc, je vous ai mis un lien cliquable dans le support vers cet article que vous retrouverez donc sur Matériaux Réemploi. Mais en gros, voilà les enseignements à retenir. Pour les maîtres d'ouvrage, le recours à des matériaux de réemploi n'est pas de nature à réduire son droit à la réparation intégrale des préjudices qu'il subit si jamais il y a un sinistre derrière. Et il n'y aura pas d'admission fautive aujourd'hui pour les juges s'il a prescrit du réemploi. Donc, ça limite rien du tout. Donc, il peut le faire, il n'y a pas de problème. En revanche, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise de travaux est généralement retenue et à ce titre, ils ont le droit de refuser le recours à des matériaux de réemploi. Ça, c'est une question récurrente, mais voilà, la jurisprudence est claire. En fait, c'est leur job de dire oui ou de dire non. Dans tous les cas, ils seront responsables, donc il vaut mieux dire non si ils n'ont pas envie. Lorsqu'il y a des éléments qui sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, donc tout ce qui est éléments de structure, c'est la responsabilité de la maîtrise d'œuvre de préconiser des études pour confirmer l'aptitude et l'adéquation du matériau à son usage, et de toutes les entreprises qui sont amenées à intervenir de solliciter la réalisation de cette étude de solidité ou à défaut de refuser les travaux. Donc voilà, encore une fois, maîtrise d'œuvre, entreprise de travaux, c'est eux qui prennent et donc c'est leur job de conseil aussi, de demander les études nécessaires. Quatrième enseignement, il n'y a pas d'exclusion ou de limitation de garantie assurantielle en l'état de la jurisprudence quand il y a un sinistre décennal qui est imputable à des matériaux de réemploi. Aucun. Donc voilà, encore une fois, c'est bien d'acheter des épouvantails, mais aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune exclusion, aucune limitation dans la jurisprudence qu'on a. Les travaux de reprise pour réparer les dommages qui sont causés par les matériaux de réemploi peuvent impliquer la pose de matériaux neufs, alors même que les travaux à l'origine des désordres prévoyez des matériaux d'occasion. Donc, en gros, vous aviez demandé de refaire la toiture avec les tuyaux qui étaient disponibles d'occasion. Il y a des problèmes ensuite, vous pouvez être condamné à remettre des tuyaux neufs. Donc, autant vous dire qu'on comprend que les assureurs ne soient pas particulièrement chauds. Et puis, dernier point ultra important, les chaînes de responsabilité peuvent rendre le fournisseur des matériaux responsable à terme du sinistre et tenu de régler tous les travaux de reprise en lieu et place des constructeurs. Donc, encore une fois, gros sujet. Cession des matériaux et compagnie, ceinture bretelle parce que c'est chaud en termes de responsabilité. Voilà, pour le détail de toutes ces affaires, où je vous raconte les affaires, raconte les raisonnements et tout ça, vous pouvez consulter cet article. Cession des matériaux de réemploi, donc ça quand on avait fait un petit pitch pareil pour demander les sujets qui vous intéressaient, c'était revenu. En termes d'actu, il n'y a rien. Donc voilà, RAS, rien à signaler en 2024 de particulier, mais il y a des ressources en libre accès pour ceux qui ont des questions sur le sujet, et Morgane vous en parlera dans quelques slides. Et puis s'il y a besoin d'aide ou de formation, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet, mais en tout cas pas d'actu, pas de jurisprudence, pas de changement des règles, rien du tout. Et puis on finit sur les sujets juridiques avec quelques autres actus qui peuvent booster l'économie circulaire dans le bâtiment. L'ARE 2020 et CAP 2030, donc au niveau des réglementations environnementales des bâtiments qui s'appliquent donc pour mémoire pour les constructions neuves, à compter de janvier 2025, il y a un renforcement des exigences et un abaissement des seuils carbone à respecter.
Donc, c'est une évolution de l'indicateur IC Construction, donc en gros, qui vise l'impact carbone des projets et des équipements de la construction qui vont être mis en œuvre sur le chantier pendant 50 ans. Donc ça, encore une fois, du coup, les seuils s'abaissent. Donc, la place du réemploi est renforcée parce que ça devient de plus en plus théoriquement challengeant d'atteindre les seuils pour pouvoir construire. Et pour mémoire, je vous ai remis le réemploi. Encore une fois, il y a une convention dans la méthode de calcul de la RE 2020 qui nous dit en gros que les composants issus du réemploi ou d'une opération de réutilisation sont considérés comme ayant un impact nul sur toute l'analyse du cycle de vie. Donc, en gros, voilà, avec un petit panachage de matériaux biosourcés, c'est ce qui permet, en théorie, d'atteindre ces seuils à respecter pour toute construction neuve. Et puis, vous avez aussi en 2024 le démarrage, ou en tout cas la poursuite à minima des travaux CAP 2030, donc qui sont des groupes de travail thématiques pour préfigurer le référentiel qui succédera à la RE 2020. Et vous avez notamment un groupe de travail sur l'économie circulaire. Donc voilà, ce groupe de travail qui avance et qui a vocation justement à définir des nouveaux référentiels, et on espère à intégrer en tout cas plus d'économie circulaire dans le futur référentiel, au-delà du sujet carbone qui aujourd'hui est le seul pris en compte dans la RE 2020. Une autre actu qui peut être intéressante, c'est l'étude de potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment. Donc, c'est un dispositif qui avait été introduit par la loi climat et qui était censé entrer en vigueur en 2024. L'objectif, encore une fois, c'est d'éviter, enfin, en tout cas, de commencer à avoir une réflexion pour essayer à chaque fois d'éviter la démolition ou d'éviter au maximum des constructions voilà, qui ensuite vont générer à chaque fois de la démolition ou des travaux très conséquents et donc du gâchis de matière, et d'avoir des bâtiments qui sont le plus réversibles possible. Donc, les opérations qui vont être concernées, ça va être les démolitions qui seront soumises déjà au DIAG PEMD, et puis certaines opérations de construction neuve. Donc, aujourd'hui, en gros, on attend toujours les textes d'application. Il y avait eu des textes qui avaient été mis en consultation en 2024, sauf que, avec nos problèmes parlementaires, notre petit chaos interne, en gros, tout a été un petit peu mis en suspens, donc rien n'est sorti. Donc voilà, à surveiller, mais en tout cas, ça concerne a priori plutôt des grosses opérations, encore une fois, au niveau de la construction. En quoi ça va consister concrètement? Ça va être une étude qui vise à cerner un petit peu quel est le projet, évaluer son potentiel de changement de destination et d'évolution en lui-même, en tenant compte voilà, des contraintes internes et externes au projet, tout ce qui est réglementation, tout ce qui va être environnement urbain, critères architecturaux ou techniques. Et puis ensuite, mettre en place plusieurs scénarios pour exposer des évolutions ou des changements de destination envisageables pour voilà, garantir une meilleure réversibilité du projet de construction ou éviter la démolition. Et voilà, prendre en compte voilà, tous les paramètres temporels, techniques, économiques, et puis conclure en présentant les scénarios à privilégier, ou alors en justifiant l'impossibilité de proposer un changement de destination ou une évolution du projet. Qui réalisera du coup cette étude. Aujourd'hui, encore une fois, on attend les précisions là-dessus, mais en gros, ce seront a priori tout ce qui est architecte, ingénieur du bâtiment, voilà, qui sont les mieux à même de faire cette mission qui est quand même proche d'une mission de conception. Et puis, donc, il faudra, en théorie, il fallait réaliser cette étude à partir de juillet 2024. Mais comme le décret d'application n'a pas été publié, aujourd'hui, il faut s'attendre à plutôt une entrée en vigueur début 2025 ou courant 2025. Et je vous ai mis le petit bémol quand même pour pas trop fantasmer sur cette évolution. En gros, aujourd'hui, les conclusions de l'étude, elles ont vocation à être transmises au CSTB ou à la préfecture en fonction des projets. Mais la loi prévoit pas que l'attestation qui produit les conclusions de l'étude soit jointe au permis de construire ou de démolir. Et donc, les autorités d'urbanisme pourront pas utiliser finalement cette étude et ces conclusions, par exemple, pour s'opposer à un projet de démolir en disant non, vous pouvez faire évoluer le bâtiment, ou pour retoquer ou demander des évolutions d'un projet de construction en disant non, on veut plus de réversibilité, on veut tel scénario et compagnie. Donc aujourd'hui, voilà, ça risque d'être un petit peu limité en pratique dans un premier temps. Après, on espère à terme que voilà, ce sera opposable.
Et puis, la dernière actu juridique que je voulais partager avec vous, c'était une décision sur les offres anormalement basses en matière de déconstruction sélective qui est un peu passée à la trappe. C'était fin 2023, mais je n'ai pas du tout eu l'occasion de la commenter, mais c'était une jurisprudence du cabinet. En gros, pour rappel, donc les offres anormalement basses en marché public, c'est toutes celles dont l'offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Et l'obligation des maîtrises d'ouvrage, dans ce cas-là, c'est de vérifier s'ils détectent une offre anormalement basse et donc de mettre en place une procédure pour demander au candidat de justifier comment est-ce que il a ce prix-là pour vérifier que c'est pas effectivement une offre anormalement basse qui va compromettre la bonne exécution du marché. Et dans cette affaire, c'était un marché qui portait sur les travaux de déconstruction sélective et de réemploi des ressources d'un équipement culturel. Et en gros, dans les faits, on avait une offre 2 fois inférieure à l'estimation qui avait été faite par la maîtrise d'œuvre pour ce type de travaux, presque 4 fois inférieure à celle qui était présentée par les concurrents, et puis qui prévoyait en plus de reverser le montant de la valorisation de la revente des matériaux de réemploi à la maîtrise d'ouvrage, donc qui baissait encore finalement potentiellement la marge qu'allait pouvoir se faire l'entreprise. Et le maître d'ouvrage avait considéré que c'était pas normalement bas parce que l'entreprise affichait un réel intérêt pour l'opération de réemploi et qu'elle mettait en avant un enjeu commercial de cette opération au vu de ses stratégies justement, notamment potentiellement CSRD, taxonomie, etc., de un petit peu faire une transition vers l'économie circulaire. Et c'était une entreprise justement qui avait pas forcément d'expérience et de référence en fait sur ce type d'opération qui était assez technique, notamment il y avait de la dépose sélective d'une charpente en métal, compagnie, voilà. Et donc, ils n'ont pas déclenché de procédure d'offre anormalement basse et ben, les juges ont considéré que la procédure était irrégulière en disant que c'était manifestement une offre anormalement basse. Et je vous ai mis la morale de l'histoire, donc attention dans tout ce qui est projet qui intègre de la déconstruction sélective, du réemploi et compagnie à ces offres anormalement basses qui sont faites souvent par des démolisseurs qui répondent tout seuls et en fait qui n'ont aucune expertise sur le sujet. Voilà, et la morale de l'histoire aussi, je vous l'ai mis, c'est qu'en l'occurrence, l'entreprise attributaire n'a pas procédé aux travaux de dépose et de déconstruction sélective qui étaient demandés. Ils ont tout bonnement tout démoli et donc manifestement on n'a pas atteint les objectifs de réemploi qui étaient prévus par le marché et ça, on n'a pas bien exécuté ce marché qui était bien un marché de déconstruction sélective et de réemploi et pas un marché de démolition, quoi. Voilà, donc un petit point d'attention là-dessus, vu que les juges commencent à se positionner sur le sujet. Et je laisse le mot de la fin pour Morgane sur quelques études et publications qui peuvent être utiles. On va sortir un peu du juridique et de la technique pour aller sur des choses un peu plus simples et légères. Quelques petites publications, l'actu, donc quelques publications qui ont retenu notre attention et qui nous ont été parfois signalées par des partenaires. Donc une première publication de ESS France et des CRES Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Normandie qui porte sur l'étude des schémas logistiques mutualisés pour la mise en place de plateformes, enfin l'organisation de l'économie circulaire et le réemploi des matériaux de construction. Donc l'objectif de cette étude, c'est de trouver des modèles organisationnels et logistiques pour la mise en place notamment de plateformes de réemploi et organiser la coopération entre les acteurs de l'ESS. Une deuxième publication très axée pour le coup Matériothèque, plateforme de réemploi, qui est un guide opérationnel pour la création de plateformes, rédigée par Mineka, donc acteur expérimenté sur le sujet s'il y en a, avec donc 2 objectifs: donner une vision un peu d'ensemble du secteur du réemploi dans la construction à ce jour, et puis de donner des clés, des outils pour monter une matériothèque avec un statut ESS. Ensuite, une publication dont auquel Elisabeth a fait référence tout à l'heure, les acteurs du monde de l'acier ont publié donc ces recommandations professionnelles.
lié au réemploi de l'acier avec pour objectif de faciliter grandement le réemploi, notamment de structures métalliques. Voilà, et puis de faciliter l'assurabilité de ces structures réemployées. Donc l'idée étant d'avoir une méthodologie pour mettre en œuvre le réemploi et obtenir les garanties nécessaires pour être couvert par les assureurs tant de la maîtrise d'œuvre que de la maîtrise d'ouvrage. Une publication, alors on fait un peu de l'autopub, une publication rédigée par Remix et SCOV pour l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. Deuxième publication d'ailleurs pour l'USH qui balaye le sujet du réemploi dans les marchés de construction et de rénovation et qui est en fait un guide méthodologique, une sorte de mode d'emploi et qui fournit un certain nombre d'outils pratiques, notamment des éléments de méthodologie sur les modalités de mise en œuvre du réemploi dans les marchés publics, les jalons et plannings à respecter, les acteurs à impliquer, y compris sur les questions assurantielles et techniques. J'en passe, c'est des meilleurs. Et puis une publication d'Elisabeth que je ne connais pas, mais que je peux commenter, mais peut-être tu veux le faire toi, Elisabeth. Non, mais c'est vrai que je l'ai rajouté, je t'ai même pas prévenu. Mais non, mais des fiches du moniteur, des fiches pratiques sur la prescription du réemploi dans les marchés publics. Voilà, pareil, qui sont réservées aux abonnés, mais qui sont des fiches assez courtes, assez synthétiques, mais vraiment de conseils vraiment à destination notamment des services marchés qui doivent prescrire et techniquement qui demandent comment faire. Voilà. Et je pense qu'on est bon pour la partie présentation. Donc, il va nous rester 13 minutes. On doit vraiment partir à l'heure. Ce que je vais faire, peut-être Elisabeth, c'est te poser les questions qui ont obtenu le plus de votes dans le chat. Ouais. Peut-être une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que le replay sera disponible? Oui, le replay et le support seront disponibles dans les jours qui viennent sur matériauxréemploi.com et on les mettra en page de garde pour quelques temps de manière à ce que vous puissiez retrouver ça facilement. Et alors, directement après le webinaire, vous le recevez automatiquement, je crois. Pardon? Le replay, on reçoit automatiquement dès qu'on a clôturé. Pour les inscrits. Donc, je vais lancer la réponse en direct de la première question qui a obtenu donc, on va répondre aux questions qui ont eu le plus de votes. Et la première étant, je vais démarrer. TVA circulaire à 5,5 en ce moment à l'Assemblée nationale, faut-il y croire et pourrait-elle être appliquée au PMCB? Alors, faut-il y croire? Moi je dis l'espoir fait vivre. En revanche, pourra-t-elle être appliquée au PMCB? Non. En l'état, en fait, c'est certains secteurs qui sont déjà un petit peu, il y a une fenêtre de tir, une ouverture au niveau de la directive TVA. Parce qu'en gros, c'est un petit peu ça le sujet à chaque fois. Pourquoi on fait pas une TVA réduite, blablabla, pour l'économie circulaire? L'argument à chaque fois, c'est oui, mais le droit européen ne nous permet pas. Donc, c'est un peu vrai. Bon, quand parfois le droit européen leur permet pas des trucs, mais ça les dérange pas. Mais là, en l'occurrence, ça les dérange. Donc, voilà, c'est que sur les segments qu'ils ont visés. Donc, de mémoire, il doit y avoir la réparation des vélos, doit y avoir le textile, les chaussures. Bon, il y a un certain nombre de, voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est limité à ce qu'avait préconisé déjà le rapport de l'INEC sur voilà, les familles de produits où le droit européen le permet déjà un peu. Donc voilà. Donc moi j'espère déjà que ça va passer, ce sera un pied dans la porte et puis que à moyen terme comme ça, quand ce texte sera révisé au niveau européen, on inclura tous les produits de l'économie circulaire. Mais en tout cas à court terme, ça concernera pas les PMCB. Je clique sur j'ai terminé de répondre à cette question, Elisabeth. Tout à fait. La deuxième question à avoir obtenu le plus de votes, quel est l'impact du fait qu'en France, nous distinguons la réutilisation avec le statut de déchet et le changement d'usage et le réemploi sans statut de déchet, alors qu'au niveau européen, seul le réemploi sans statut de déchet est considéré, au sens de reuse en anglais? Ouais, je pense que c'est une question qui est liée au transfert transfrontalier. Du coup, ce que j'expliquais, qu'effectivement, si d'un côté de la frontière, on met pas les mêmes critères pour qu'est-ce qui est du réemploi que de l'autre, ça fout le bazar au moment où on passe la frontière en fonction du contrôle douanier qui réalise. Effectivement, la conséquence, en gros, c'est de toute façon, c'est notre réglementation qui est, j'ai envie de dire, plus stricte, puisque en gros, dans les autres pays, il y a que reuse et reuse, il n'y a pas de statut de déchet.
Donc, en gros, c'est plus de notre côté que ça pourrait poser problème. Mais en réalité, autant vous dire que les autorités douanières, elles sont mais alors très loin des débats sur réemploi, réutilisation. Donc, en gros, aujourd'hui, en termes de transfert transfrontalier, ça change rien dans la pratique. J'ai jamais eu de cas de problème à ce niveau-là. Et en gros, comment ça se passe dans la vraie vie? Les contrôles douaniers, ça pose un problème. Si votre chargement de matériaux de réemploi, en gros, c'est chargé un peu en mode sale, en mode ghetto. Si ça ressemble à rien, pour eux, ils vont dire c'est du déchet en fait. Ça, arrêtez de me raconter que soi-disant vous allez le réemployer, je m'en fous. C'est pas c'est pas une belle marchandise quoi. Donc si vous faites un beau conditionnement, un beau chargement, un beau transport et que tout est clean, a priori, voilà, aujourd'hui, ça pose pas de problème quoi. En revanche, si vous chargez tout un peu en mode ben, là vous allez avoir un problème. Voilà, aujourd'hui on en est là. Question suivante. Est-ce que les éco-organismes ont pu mettre en perspective le surcoût des matériaux neufs à la reprise sans frais des déchets triés? Et y a-t-il un impact financier actuellement pour le maître d'ouvrage? Morgane, je ne sais pas si tu as une idée de la réponse, vu que tu as échangé plus que moi avec les éco-organismes en direct. Et même, je ne trouve pas la question très claire, mais il y a au moins 19 personnes qui ont compris la question. Ouais, moi, elle n'est pas très claire pour moi non plus. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si la question est celle de l'impact pour les maîtres d'ouvrage, justement, entre reprise sans frais et potentiellement recours à des matériaux de réemploi. Mais je sais pas si, là, aujourd'hui, le scope des éco-organismes, ben, s'il y en a qui sont présents, ils pourront répondre dans le chat. Mais en tout cas, je pense qu'on n'en est pas là de l'analyse, quoi. Enfin, très clairement, je pense qu'on est sur les études qui sont faites par les éco-organismes. J'ai vu qu'il y avait un message sur le fait qu'effectivement, on essaye justement déjà de ce qu'on est censé faire dans le cahier des charges, du coup, d'évaluer en fait les gisements de réemploi qui sont faits par chantier, le coût de référence de la reprise sur chantier. Voilà, on est déjà en train d'essayer de capter ce genre de données. Il y a vraiment un manque de données aujourd'hui qui est énorme. Donc, je pense pas qu'on soit sur des bilans hyper stratégiques aujourd'hui. Et puis, sachant que je pense qu'il y a vraiment une approche aussi par opération. Voilà ce que je peux vous dire moi, mais c'est vrai que je ne suis pas éco-organisme et encore moins économiste pour les éco-organismes, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Et j'aurais du mal à en dire plus aussi. Question suivante. Quelles sont les modalités de contrôle des flux à l'entrée des points de reprise, notamment pour ce qui concerne la qualité du tri? Alors ça, je vous ai mis un lien du coup vers une publication de Loca Bâtiment qui explique les consignes de tri. Après, j'ai envie de vous dire que ça dépend complètement des points de reprise. Moi, les retours d'expérience que j'ai eus, c'est qu'il y a des points de reprise où en gros il n'y a pas de contrôle, donc il y a énormément de problèmes, notamment tout ce qui est menuiserie amiantée, compagnie. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Enfin, aujourd'hui, ça c'est un fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est pour ça qu'ils vont proposer normalement un outil de traçabilité dans lequel, en théorie, ils sont censés pré-renseigner pour qu'il y ait une acceptabilité des déchets avant qu'ils arrivent sur le point de reprise. Aujourd'hui, en gros, en fonction de la typologie des points de reprise, il y a très peu de contrôle. Voilà. Donc ça, après, les types de points de contrôle qu'il peut y avoir, ça va dépendre du type d'installation. Est-ce que c'est une installation, un acteur des déchets qui fait de la reprise déjà et qui avait l'habitude en fait, et eux, souvent c'est des installations ICPE, donc en fait ils ont des contrôles d'acceptation préalables, ils ont des volumes de flux minimum qu'ils acceptent, ou alors est-ce que c'est un point de reprise qui est mis en place par un distributeur, par un point P qui est pas énorme, voilà, ou c'est une déchetterie qui accepte des déchets par des particuliers et qui les accepte en mélange. Autant vous dire qu'en gros, le contrôle est hyper différent en fonction des cas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, comme je vous ai dit, en 2025, normalement, il va y avoir un point d'entrée unique qui nous dit tous les points de reprise qui vous permettent de vous préenregistrer, de vous dire les conditions en termes de volume, de tri et compagnie. Donc normalement, ça devrait clarifier pour tous les points de reprise. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, les retours que j'ai du terrain et les problématiques juridiques, c'est que c'est le bazar, quoi. C'est pas harmonisé en fonction des éco-organismes, c'est pas harmonisé en fonction des points de reprise. Et peut-être une dernière question, il nous reste 6 minutes ou une ou deux dernières questions. Comment sont contrôlés les rapports CSRD et par qui? Autorité européenne, nationale, organismes tiers accrédités?
Et ben, c'est la dernière solution, c'est organismes tiers accrédités, ce sont les auditeurs du coup qui le font. Donc voilà, les auditeurs classiques, les cabinets d'audit, et puis je crois que il y a aussi des avocats qui le font. Enfin, j'ai découvert ça parce que apparemment ma profession s'est battue pour pouvoir aller mettre son nez là-dedans. Donc je pense que la question là-dedans derrière, c'est en gros quelle garantie on a de la qualité de ces audits. Aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. Hein. La réalité, c'est que les premiers audits doivent avoir lieu là pour 2024, pour les rapports qui seront rendus à la fin de l'année. Voilà, on verra bien ce que ça donne. L'idée, c'est que c'est effectivement tellement technique que faut voir comment ils arrivent, parce que souvent c'est les auditeurs financiers, donc ils vont regarder beaucoup les indicateurs financiers. Comment est-ce qu'ils vont être capables de rentrer dans le détail des données qui seront reportées, notamment sur les types de flux et compagnie. Voilà, je pense que il y a eu des premières directives qui ont été publiées par l'EFRAG, pareil, sur comment auditer. Donc voilà, ils essayent de faire monter tout le monde en compétences. Après, la réalité, c'est qu'il faudra voir, à mon avis, au bout de trois audits, un petit peu la qualité de ce qui est fait et est-ce que c'est suffisant la manière dont on a défini les auditeurs qui peuvent réaliser ces contrôles, quoi. Et alors, je retourne dans les questions, pardon. Question suivante. Bonjour déjà, sympa. A-t-on des exemples de ce qu'ils entendent par expérimentation de réemploi pour l'AAP de éco-minéraux? Et alors, on n'a pas d'exemple très, très précis. Attendez, je reprends très rapidement mes notes. On n'a pas d'exemple très précis. A priori, c'est quand même assez ouvert. Mais dans mon souvenir, c'est plutôt axé sur des expérimentations construites, type prototypage ou fabrication. Mais pour plus de précision, je vous invite à peut-être prendre contact avec les éco-organismes. Il me semble pas qu'on ait de personnes présentes de chez eux. Il était prévu peut-être qu'ils puissent se connecter pour participer aux réponses aux questions, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et je propose de peut-être prendre une toute dernière question. Une question de Tiffaine Berthomé qui demande: les objectifs opposables concernent-ils les éco-organismes au global ou les projets eux-mêmes? Que se passe-t-il si ces derniers ne sont pas atteints? Alors les objectifs, ils sont opposables qu'aux éco-organismes. Et donc ils sont pas déclinables, ils sont pas opposables ni déclinables par projet. C'est des objectifs pour les éco-organismes au niveau national. Et par catégorie, donc pour tout ce qui est, par exemple, l'objectif de 2%, il s'applique pour les non dangereux et puis pour les inertes de manière distincte. Donc voilà, après, en gros, qu'est-ce qui se passe s'ils sont pas atteints? Bah, c'est ce que je vous disais dans le rapport qui fait mal. Aujourd'hui, il se passe rien. C'est-à-dire que grosso modo, déjà, ils ont du mal à avoir la donnée. Quand ils rendent une donnée qui est un petit peu lacunaire, bah, le gouvernement, il fait rien. Avec la loi GEC, il y avait une procédure quand même qui était prévue et aujourd'hui, ils le font un petit peu. Il y a des mises en demeure et compagnie. Et après, il y a toute une procédure pour aller jusqu'à la sanction avec des amendes, voire des retraits d'agrément et compagnie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qu'a dénoncé le rapport. En fait, en l'état, le gouvernement n'a ni le staff, ni les moyens de le faire. De toute façon, il y a des filières où ils n'ont même pas la capacité. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font s'ils retirent l'agrément? Enfin, qui récupère quoi? Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ils n'arrivent pas à sanctionner. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est que, et a priori, ils l'ont déjà fait, même pour la filière REP PMCB, ils envoient des mises en demeure et puis les éco-organismes, ça leur donne un petit coup de chaud et puis du coup, ils répondent et ils mettent en place des mesures rectificatives. Après, voilà. Encore une fois, de toute façon, ces objectifs, ils commencent juste à être opposables. Donc, on verra courant de l'année 2025 s'il y a un organisme indépendant qui se met en place et du coup, qu'il y a des contrôles et des sanctions plus importantes, ou s'il y a des procédures de mise en demeure qui vont jusqu'à la sanction pour les objectifs qui ne seront pas atteints en matière de réemploi. Mais voilà. Donc, en gros, les objectifs qu'il y a dans le cahier des charges de la REP, c'est un problème des éco-organismes. C'est pas un problème des maîtres d'ouvrage. Top. Eh ben, il est 12h59. Je propose que l'on clôture. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. Donc, pour répondre à cette question qui a été posée à plusieurs reprises, le replay sera envoyé automatiquement, enfin, le lien vers le replay sera envoyé automatiquement à celles et ceux qui étaient inscrits et il sera plus largement disponible sur le site de matériauxréemploi.com dans les jours à venir avec le support. Voilà, merci à tous, bon appétit et puis à très vite et au moins pour la prochaine édition, je pense.
À très bientôt. Au Au revoir. revoir.